Bon, très bien. Bonne année à tout le monde. On est encore en janvier. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Donc, je vais commencer par écrire le titre. Donc, expérimentation graphique circulaire. Donc, ça veut dire que je jouerai avec des cercles. En fait, plus précisément avec deux cercles, même si j'en dessine trois. Mais je ne vais pas commencer à jouer tout de suite. D'abord, je veux vous dire pourquoi je fais ça. Donc, mon but, en fait, de nature philosophique est de réfléchir à la raison pour laquelle le même terme, qui est celui de topologie, désigne l'étude de la continuité et celle de la forme des espaces. Si on pense au développement des mathématiques au XXe siècle, on voit que ces deux désignations sont allées dans des directions assez divergentes. Par exemple, on a de la topologie dans les espaces fonctionnels, dans lesquels on ne voit pas tellement de formes. Et d'autre part, la forme, c'est quelque chose de très concret qu'on peut dessiner. Derrière, on a ce qu'on appelle la topologie géométrique ou la topologie combinatoire ou la topologie différentielle, mais dans laquelle, en fait, les intuitions sont de nature très différente, je trouve, de celles qui sont à l'œuvre si on fait de la topologie dite générale. Et ce que je vais vous montrer en réfléchissant à des questions liées à des cercles, c'est comment en fait les deux approches sont intimement mêlées. Et je veux les montrer dans une situation qu'on peut expliquer à des élèves de collège ou de lycée. Mais ce que je vais faire, c'est, je ne vais pas commencer par jouer. Je vous ai dit, ça c'est le but. Et donc pour motiver le fait que je joue avec des cercles, je vais vous parler donc de la première partie de mon exposé, ça sera une motivation. C'est que je faisais un exposé sur ce que l'on appelle la formule des orientations complexes de Rocklin. Et c'est en préparant cet exposé que j'ai pris conscience d'une propriété des cercles que je ne connaissais pas avant et qui est en fait sûrement connue depuis le 19e siècle. Et une question historique que je pose, c'est à peu près depuis quand, à quel moment des questions mathématiques ont fait en prendre conscience. Et je m'interroge aussi sur la raison pour laquelle cette propriété, qui est extrêmement concrète et frappante, est très difficile à trouver dans les ouvrages de nos jours. Donc ça sera la motivation. Et c'est après cette motivation, vous voyez que je vais faire un parcours circulaire. Donc on peut voir aussi circulaire dans une circularité dans mon propos, que je me mettrai à parler de cercle. Donc ça sera la deuxième partie. Et je vais vous dire le titre de la deuxième partie lorsque j'y serai. Donc là, je démarre. Donc mes motivations. Et mes motivations, c'est que j'étais en train d'apprendre des bases de géométrie algébrique réelle, plus précisément tout ce qui tourne autour du 16e problème de Hilbert. Donc je vais vous rappeler, alors le 16e problème de Hilbert, qu'il a proposé au Congrès international de mathématiques en 1900 à Paris, à deux parties. Et en fait, ici, je ne parlerai que de la première partie du 16e problème de Hilbert.
Dit en termes abrégés, il s'agit de comprendre les formes des courbes algébriques réelles, lisses, du plan projectif réel, que j'écrirai P2 de R. Donc ici, vous voyez les formes. Donc on comprend pourquoi il y a de la topologie derrière. Si on se dit que de manière moderne, étudier les formes des objets géométriques, des courbes par exemple, c'est faire de la topologie. Aussi, c'est à peu près à l'époque où on a commencé mentalement à se dire, une courbe dans le plan, c'est un espace. Pour moi, c'est un mystère. À quel moment une courbe dans le plan a cessé d'être une figure dans un espace préétabli qui est P2 de R et s'est vu mettre sur pied d'égalité avec P2 de R. Les deux sont des formes d'espace. Donc, de point de vue moderne, il s'agit de comprendre le plongement d'un espace dans l'autre, la courbe dans le plan projectif réel. Alors, il y a un théorème très important qui est à la base de toute cette étude, qui est un théorème de Harnack, qui date du milieu des années 1870, qui dit qu'une courbe algébrique réelle, lisse, de degré d, plus grand ou égal à 1, a au plus d-1 fois d-2 sur 2 plus une composante connexe. Par la suite, pour ne pas avoir à réécrire cette formule un peu longue, je la désignerai par grand R indice D. Et voyons ce que cela donne pour les petits degrés. Donc pour D égale 1, on sait que là, il s'agit des droites. Et une droite réelle dans le plan projectif, c'est connexe. On obtient que R1, ça c'est 0 plus 1, c'est 1. Donc on retrouve la connexité des droites. Bon, mais là, il n'y avait pas de mystère. On savait ce que c'est. Pour D égale 2, aussi une conique lisse, en fait, une conique lisse peut être vide. Donc ici, ça a un sens, ce qui n'est pas le cas d'une droite. Une droite n'est jamais vide, une droite réelle, mais une conique peut l'être. Mais si elle ne l'est pas et qu'elle est lisse, on a le maximum, et ici aussi, cette quantité est nulle, donc on obtient R2 qui est égal à 1. Donc ici, on se retrouve avec une droite. Je vais représenter symboliquement le plan projectif comme un disque dont il faut identifier le bord par une identification antipodale. Et donc, les droites, elles vont être comme ça. Pour R2, mais ici, en fait, on a des coniques lisses qui ne coupent pas la droite à l'infini, et c'est celles que l'on représente donc comme des ellipses. Pour D égale 3, on obtient que R3, ici, cette quantité n'est plus nulle. Ça vaut 2 fois 1 sur 2, donc 1 plus 1, ça fait 2. Et là, on se retrouve, par exemple, avec les cubiques qui ont cette forme-là. Il y a deux composantes connexes, une qui topologiquement est comme une ellipse, c'est-à-dire qu'elle va border un disque dans le plan projectif réel, et l'autre, en fait, elle s'en va à l'infini, et il faut étudier un peu, à l'infini, elle est tangente avec un point d'inflexion à la droite à l'infini, et puis quand elle traverse, elle revient par ici. Et cette droite, elle ne disconnecte pas le plan. Donc elle ne borde pas dans le plan. Donc ici, on a deux composantes connexes, mais déjà, elles sont situées différemment dans le plan. Passons à 4, et c'est finalement au niveau de 4 qu'on va jouer plus. Pour R si on fait ce calcul, on voit que R4 est égal à 4, c'est-à-dire qu'une quartique a au plus 4 composantes connexes. Alors déjà, là, ce n'est pas évident
de construire une quartique avec 4 composantes connexes, parce que si par exemple on s'inspire de ce qu'on a fait ici, pour une cubique, c'est très simple. On voit qu'on a une figure comme ça qui est symétrique par rapport à un axe. Donc par exemple, si ça c'est l'axe des x, cette symétrie se manifeste par le fait que dans le polynôme de définition de la courbe, on n'a que des puissances paires de y. Et comme on est en degré 3, mais la seule puissance paire disponible, c'est y carré. À cause de ça, on peut mettre le terme en y carré d'un côté et on a une équation de la forme y carré qui est un polynôme en x. Et maintenant, ce qu'on voit ici, ce sont les racines du polynôme en x. Donc en fait, on choisit quelque chose du type x moins a fois x moins b fois x moins c. Et en les ajustant convenablement, on obtient cette forme. Pour 4, on pourrait jouer le même jeu et prendre une équation de la forme y carré est égale à x moins a1 fois x moins a2, x moins a3, x moins a4. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Si ça, c'est l'axe des x, si je positionne les 4 nombres que je vais supposer tous réels et 2 à 2 distincts, ils sont ici, je vais avoir la courbe que je projette sur l'axe des x, je ne vais avoir quelque chose au-dessus d'un point que si cette quantité est positive. Et dit comme ça, ça va être positif par là et positif par ici. Et ça, j'aime pas. Donc à cause de ça, je vais vouloir qu'elle se projette de manière finie juste sur ce tronçon. Je vais rajouter ici un signe moins. Avec un signe moins devant, ben, ce que j'obtiens, ça va être donc une courbe qui va avoir cette forme-là. Là et là. Donc de nouveau 2 composantes connexes, comme dans le cas de la cubique. Ce n'est pas le 4 qui est annoncé dans le théorème de Harnack. Donc, il faut faire une autre construction. Alors, je vais vous montrer maintenant l'une des techniques de base pour construire des courbes avec des topologies complexes, technique initiée justement à l'époque de Harnack, dans les années 1875, qui est technique de construction de courbes algébriques réelles. C'est lisser des unions de courbes plus simples. Donc ici, simplement, je dis je veux obtenir une courbe de degré 4. Alors, un cas particulier de courbe de degré 4, c'est une union de 2 courbes de degré 2. Par exemple, des ellipses, ce que j'ai dessiné avant. Donc, je commence ici à dessiner une première ellipse et j'en positionne une deuxième qui la coupe de manière maximale. Maximale, ça veut dire 4 points. Pourquoi je ne peux pas faire plus? Alors, expérimentalement, avec des élèves de collège qui voient quelle est la forme d'une ellipse, en jouant à superposer ça, ils peuvent voir expérimentalement qu'on ne peut pas faire plus que 4. Et c'est l'occasion de leur parler d'un théorème très général. Si on peut leur parler de l'équation de la courbe, ce qui n'est pas évident, qui est le théorème de Bézout. Ici, on ne peut pas dépasser 4 parce qu'il s'agit de courbes de degré 2. Et avec des courbes qui ont des degrés A et B, on ne peut pas avoir plus de points d'intersection que le produit des degrés. Et parfois, il y a des situations où on voit vraiment ce nombre. C'est le cas ici de maximalité du nombre de points d'intersection entre deux courbes de degré 2. Donc on les positionne de cette manière maximale. Et maintenant, les lisser, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire que là où on voit ici ce qu'on appelle des points singuliers, on va faire en sorte que ma courbe devienne lisse. Donc concrètement, c'est comme si ici, on imagine les asymptotes d'une hyperbole et je remplace l'union des asymptotes par l'une des hyperboles qui les a comme asymptotes. Donc je vais faire en fait concrètement la situation suivante. Ce remplacement ici, et je vais faire ça en chaque point singulier. Et vous voyez que je le fais de manière compatible
C'est-à-dire que maintenant, je peux prolonger cette courbe pour qu'elle arrive à se joindre avec l'autre sans traverser l'union initiale d'ellipse. Donc, vous voyez que si on fait ça, on obtient 4 courbes fermées. Donc, 4 composantes connexes. Exactement. Donc déjà, là, on se dit, si on a cette idée, bon, ben, c'est un objet lisse, je vois 4 comme dans le théorème, la question c'est pourquoi c'est algébrique. Et pour ça, il faut apprendre le rudiment de la traduction entre algèbre et géométrie, qui dit que l'opération géométrique d'union se manifeste algébriquement par un produit. Mais un produit de quoi? Des équations de définition. Donc si je dis que ici ma première ellipse est définie par une équation Q1 égale 0 et la deuxième par Q2 égale 0, ben, l'union va être définie par le produit Q1 fois Q2 égale 0. Et maintenant, il y a une manière standard de lisser algébriquement, c'est de se dire, ben là, finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est une ligne de niveau particulière de cette fonction Q1 fois Q2. Mais maintenant, les lignes de niveau, elles viennent en famille. À travers toutes les lignes de niveau, je n'ai qu'à prendre une ligne de niveau proche. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre Q1, Q2 est égal à epsilon. Avec cet epsilon très petit et non nul, justement pour perturber le niveau. Mais il y a encore une question, il faut ajuster le signe. Et pour ajuster le signe, il faut un peu regarder les signes de Q1 et Q2 hors des ellipses. Donc, en supposant que les deux sont choisis pour que à l'extérieur, elles soient négatives. Alors, ça veut dire qu'ici, j'ai qu'à la fois à l'extérieur Q1 est plus petit que 0 et à l'extérieur Q2 est plus petit que 0. Alors, ça veut dire que ici, par exemple, dans cette portion, je suis à l'extérieur de l'une et à l'intérieur de l'autre. Donc, l'une est positive, l'autre est négative. Ça veut dire qu'ici, le produit est négatif. Donc, ça veut dire que je veux perturber un peu, mais du côté négatif. Donc, je trouve que ma condition ici est que cet epsilon doit être plus petit que 0. Donc, voilà comment perturber pour obtenir ces 4 composantes connexes. C'est important de faire attention aux signes, parce que si jamais on avait perturbé du côté positif, alors on se retrouverait comme ça. Et là, mais si on continue, on voit qu'on n'obtient plus que 2 composantes connexes. Mais ça aussi, ce n'est pas ce qu'on cherche, ce n'est pas le maximum. Mais ces 2 composantes connexes sont très intéressantes parce que si vous comparez le jaune, la courbe jaune à la courbe verte, vous voyez que dans la courbe jaune, les 4 composantes connexes sont extérieures les unes aux autres mutuellement. Par contre, là, on en a perdu, il n'y en a plus que 2. Par contre, ce qu'on a gagné, c'est un emboîtement. Et donc, j'attire l'attention parce que tout le jeu qu'on va faire, c'est un jeu à la recherche des emboîtements. Donc, dans la quartique verte, on n'a plus que 2 composantes connexes. Mais elles sont emboîtées. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite proposition que je vais énoncer et démontrer pour que vous sentiez pourquoi le théorème de Bézout est vraiment à la base. C'est un peu comme on dirait le théorème de Thalès est à la base de la géométrie. Le théorème de Bézout est à la base de l'étude de la topologie des courbes dans le plan. On a fait ici j'ai fait une première mention à cause de ce positionnement des ellipses, mais maintenant je vais vous expliquer pourquoi proposition, si une quartique plane a 4 composantes connexes, alors elles sont extérieures les unes aux autres.
Avant de prouver ça, il faut qu'on réfléchisse un peu, de nouveau, recomparons ce dessin d'une cubique et celui d'une quartique, que ce soit la quartique jaune ou la quartique verte. Alors j'avais dit qu'ici, il y a deux composantes connexes, mais de nature différente. L'une d'entre elles borde dans le plan, ce disque, et l'autre non. Par contre, dans cet exemple, vous voyez que dans la quartique, chaque composante connexe borde. En fait, ça, c'est une des différences entre les nombres pairs et les nombres impairs. Si vous avez une courbe lisse de degrés pairs, eh bien, toutes les composantes connexes sont de ce type. Chacune borde un disque. D'ailleurs, j'ai une conjecture historique à ce sujet. Harnack, donc, qui parle de ça, a besoin de parler de courbes qui bordent des disques, des courbes fermées qui bordent comme ça des disques. Peu après, 5 ans après, Henri Poincaré publie sa série d'articles sur l'étude qualitative des équations différentielles réelles, qu'on interprète géométriquement de nos jours comme étude qualitative des courbes intégrales d'un champ de direction dans le plan. Et là aussi, ce qui l'intéresse, ce sont des cycles limites, par exemple, ou d'autres cycles qui sont transverses à toutes les trajectoires, ce qui permet de dire que ceux qui traversent ces cycles se retrouvent piégés à l'intérieur. Donc il a besoin de parler de l'intérieur de ces courbes-là, et il dit, ben, c'est évident que ça a un intérieur. Ma conjecture, c'est qu'en écoutant un exposé soit dans la galaxie de recherche de Harnack, Klein, soit de Poincaré, Jordan s'est dit, ah ben tiens, comment on prouve ça? Je n'ai jamais vu nulle part quelqu'un qui explique, mais pourquoi Jordan s'est mis en tête dans les années 1880 de démontrer son théorème de la courbe de Jordan. D'ailleurs, ce que je déplore le plus, c'est que dans les livres dans lesquels on apprend les maths, on met toujours l'accent sur la personne qui finit un questionnement, le théorème final, ça y est, qui clôt la bouche à tout le monde. Et on apprend très peu de choses sur les gens qui ont commencé à s'interroger dans une certaine direction. Alors là, par exemple, voilà, lié à ça, je me demande, est-ce que le questionnement de Jordan vient plutôt du contexte de gens qui étudiaient les courbes algébriques réelles ou de ceux qui étudiaient qualitativement les équations différentielles? Je dis que je me parlais que de la première partie du 16e problème de Hilbert. En fait, le 16e problème de Hilbert a deux parties qui sont ces deux-là. L'une, l'étude des courbes algébriques, l'autre, des équations différentielles dans le plan. Lui ne parle pas du théorème de Jordan, mais en tout cas, il est absolument basique dans les deux approches. Donc, je reviens ici. Je dis, voilà, ici, il y a deux composantes connexes. Elles sont plongées différemment. Ici, elles sont toutes plongées de la même manière. Pourquoi? Et simplement parce que ici, il faut faire un peu de yoga mental. Si on se dit que le plan projectif, donc remarque, si on se dit qu'une courbe de degré D dans P2 de R est définie en fait par un polynôme homogène. Et ce polynôme homogène est donc défini sur un espace R3 à valeur dans R qui est homogène. Maintenant, ça veut dire que lui, on peut le regarder en restriction à n'importe quelle droite qui passe par l'origine. Quand le degré est pair, cela veut dire que d'un côté et de l'autre d'une droite, le polynôme a le même signe. Et comme c'est une droite comme ça qui nous donne un point dans le plan projectif, ça veut dire que le signe qui est pris ici sur la droite peut être vu comme une fonction signe sur le complémentaire de la courbe. C'est-à-dire que lorsque le degré est pair, j'ai une fonction signe sur le complémentaire. Fonction qui provient de cette fonction sur R3 qui, elle, est continue. Ce qui veut dire que la fonction signe est continue sur le complémentaire de la courbe. Mais comme elle ne prend que deux valeurs, plus et moins, elle va être constante sur les composantes connexes du complémentaire. Deuxièmement, si ma courbe est lisse, ça veut dire que ce polynôme, en fait, là où il s'annule, quand on le traverse, le signe change. À cause de ça, ça me donne un bicoloriage du complémentaire de ma courbe, de telle manière à ce que chaque fois que je traverse, par exemple, je traverse ici la composante verte, le signe change. Mais c'est ça qui me dit que chaque composante d'une courbe, d'une composante connexe d'une courbe de degré pair,
a deux côtés. Il y a le côté positif et le côté négatif. Donc, ce n'est pas possible d'avoir ce comportement-là. Cette courbe-là n'a pas deux côtés, parce que si on prend un voisinage de cette courbe, on obtient une bande de Möbius, qui précisément, globalement, n'a pas deux côtés. Donc voilà, c'est ça le yoga de base qui dit pourquoi en degré pair, ça a nécessairement deux côtés. Et en degré impair, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi il y a toujours une composante de ce type qui n'a qu'un seul côté. C'est de nouveau jouer avec des droites, comme je l'ai dit ici, mais cette fois-ci dans le plan projectif. Je regarde mon polynôme de définition de la courbe, et maintenant je regarde n'importe quelle droite. Et je restreins le polynôme de définition de la courbe à la droite. J'obtiens un polynôme à une variable, mais de même degré, degré impair. Et là, on a un théorème très important qu'un polynôme de degré impair a toujours au moins une racine réelle. Et en fait, un nombre impair de racines réelles. Et c'est ce nombre impair qui me dit que nécessairement, il y a cette composante-là. C'est très précisément à cause de la présence d'une composante qui ne coupe pas le plan projectif, donc qui ne borde pas, qu'une courbe de degré impair n'est jamais vide. Donc le phénomène qu'on ait des coniques vides, par exemple celle définie par x2 plus y2 plus z2 égale 0, ça ne peut pas exister en degré impair par ce théorème de base sur les polynômes de degré impair. Donc voilà, tout ça c'est un peu le yoga de base quand on se met à réfléchir aux formes des courbes dans le plan. Et j'en viens maintenant à ça, à la preuve de cette proposition. Pourquoi une quartique plane à 4 composantes connexes ne peut pas avoir 2 composantes connexes emboîtées? Et voici, le raisonnement est très simple, mais ce n'est pas parce qu'il est simple qu'il est facile à trouver. Donc preuve, on va raisonner par l'absurde et on va supposer qu'on trouve un emboîtement, une composante connexe qui en contient une autre. Et maintenant, je me rappelle qu'il y en a 4. Donc ça veut dire que j'en ai encore 2, mais encore au moins une. Supposons par exemple qu'il y en ait une autre ici. Alors maintenant, l'idée clé, c'est de prendre un point à l'intérieur de la plus petite des composantes emboîtées et un autre dans l'autre, ici. Et maintenant, ces points, on va les joindre par une droite. Et apparaît maintenant un fait topologique fondamental, c'est que si vous faites passer une droite par un point intérieur à une courbe fermée, ben ça va couper cette courbe en au moins 2 points. Si elle est convexe, c'est en 2. Si elle n'est pas convexe, il y aura toujours des droites qui coupent en plus. Mais en tout cas, on en a au moins 2. Donc ici, et là, et là, et là. Et vous voyez qu'il y a donc au moins 6 points. Mais Bezout nous dit qu'une droite de degré 1 et une courbe de degré 4 se coupent en au plus 4 points. Donc ces 6 contredisent le théorème de Bezout. Donc ici, on a une figure impossible par le théorème de Bezout. Vous pourriez me rétorquer, ah, mais comment je sais que cette courbe se trouve là? Pourquoi elle ne se trouverait pas là? En fait, on s'en fout, n'importe où qu'elle se trouve, je choisis un point à son intérieur. Et je fais le même raisonnement. Donc, ce raisonnement ne dépend pas de la position relative de celle-ci par rapport aux deux autres. Donc, vous voyez maintenant mieux pourquoi ces deux lissages vous mènent en fait à des phénomènes de nature différente. Dans l'un, on a le maximum de composantes connexes, mais on n'a pas d'emboîtement. Dans l'autre, on en a moins, mais il y a de l'emboîtement. La question, c'est est-ce que ces deux phénomènes sont corrélés? Alors, avant de répondre, je vais avancer un peu plus dans le degré. Donc là, on en était en degré 4. J'augmente, mais je vais sauter le degré 5. Parce qu'en fait, toujours en degré, comme je viens de vous dire, il y a une différence entre degré pair et degré impair. Et en fait, quasiment pour chaque phénomène qu'on étudie au sujet de ces courbes, il y a une différence. Donc, pour d'abord avoir les idées claires, il vaut mieux suivre un degré systématiquement. Et il s'avère que suivre le degré pair est plus simple au début pour acquérir les idées que d'aller dans le degré impair.
précisément parce qu'en degré impair, il y a toujours cette composante spéciale qui est différente des autres. Donc là, vous sentez pourquoi le degré impair est un peu plus délicat à gérer. Donc je vais sauter directement au degré 6. Alors, d égale 6. Alors, on vient de voir comment fabriquer une courbe avec le nombre maximal de composantes connexes en degré 4. Alors déjà, c'est quoi ce nombre maximal en degré 6? Et si on applique notre formule qui est ici, on trouve qu'en degré 6, cela vaut 11. Donc, des courbes de degré 6, il y en a avec 11 composantes connexes. Alors, on peut être curieux d'en construire. Mais tout de suite, si on réfléchit aux techniques qu'on a vues jusqu'à présent, on a un problème. Je vais vous montrer. Réfléchissons, on se dit ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 2 ellipses ensemble. Mais pourquoi ne pas continuer et en mettre 3 ensemble? Alors, je vais en dessiner une comme ça, par exemple, une comme ça. Des dessins de ce type ont commencé à être très à la mode en physique quand on a commencé à montrer au grand public la structure des atomes, avec le noyau central et des électrons autour. Mais ici, on interprète ça comme des ellipses dans le plan, et donc on va faire la même chose qu'au-dessus, donc on va lisser, et il faut décider qu'est-ce que l'on lisse. Donc par exemple, supposons qu'on se met à lisser de ce côté-là, et maintenant qu'on a compris que le lissage revient à choisir une zone où le produit des 3 polynômes de définition a un signe constant et que ce signe bicolorie les choses, maintenant on sait ce qu'on va faire. On ne doit pas traverser comme ça à travers un arc, mais on doit passer à travers un sommet. Donc ça veut dire qu'ici on va obtenir ça, je traverse par ici, et j'obtiens des courbes comme ça. Ah, ici, on a une toute petite, ici, comme ça. Puis, on a celle-ci. Et ici, il y a aussi celle-là. Et donc, maintenant, si je les compte, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on a une 8e. Le problème, je n'ai pas atteint 11. On peut jouer avec ces ellipses, les bouger, les tourner. On n'obtient pas 11 comme ça. Donc, obtenir 11, c'est plus compliqué. Et justement, Harnack, pour trouver son théorème, n'a pas montré juste qu'il y a une borne supérieure qui est 11, ou qui est le nombre que j'ai indiqué avant, mais pour chaque degré, il a montré comment obtenir ce maximum. Et c'est une partie non triviale de son travail. Je ne vais pas vous montrer ça en général. Je veux vous montrer simplement quelque chose qui peut sembler paradoxal. J'ai dit ici que lorsqu'on a le maximum, alors il n'y a pas d'emboîtement. Et je vous l'ai prouvé. Dans son énoncé du 16e problème, en 1900, Hilbert a dit qu'il sait prouver qu'en degré 6, il y a nécessairement de l'emboîtement. Donc, affirmation de Hilbert en 1900. Une courbe maximale, c'est comme ça qu'on peut appeler les courbes qui ont le nombre maximal de composantes connexes, de degré 6, a nécessairement une paire d'ovales emboîtés. Je dis ovale, c'est en fait le vocabulaire qui s'est établi pour parler de ces composantes connexes. Au lieu de dire que composantes connexes sont ovales. Les ovales, ce sont les composantes connexes qui bordent un disque, à la différence de ce qu'il y a ici. Ici, on a une ovale, et techniquement parlant, ça s'appelle une pseudo-droite, parce que topologiquement, elle est située dans le plan comme une droite.
en 1900, il affirme qu'il s'est prouvé. Apparemment, ensuite, quand les actes ont été, quand il a republié ces questions, il a dit seulement qu'il s'est convaincu qu'il doit y avoir ça, mais personne à l'époque ne l'a prouvé. Et apparemment, la première preuve a été donnée par Petrovski une trentaine d'années plus tard. Vers 1935, le prouve. Et depuis, d'autres preuves ont été données, et l'exposé que je préparais, celui sur la formule des orientations complexes de Rocklin, permet d'en donner une autre preuve. Et c'est ça que je veux vous montrer. Donc maintenant, je vais vous énoncer cette formule des orientations complexes. Donc depuis, d'autres preuves ont été données. En particulier par Rocklin via sa formule des orientations complexes, qui date du milieu des années 70. Mais pour ça, maintenant, je vais faire un bond par rapport à tout ce que j'ai fait ici. Vous voyez, j'ai fait des raisonnements qui ont pu être complètement visualisés dans le plan réel. Là, il y a les complexes qui apparaissent. Donc, d'un seul coup, il faudra qu'on repense à tous ces objets, mais dans le complexe. Donc, là, si j'avais une courbe, jusqu'à présent, je parle du lieu de ces points réels, et on regardait ce lieu dans P2 de R. Cette fois-ci, on se dit, mais maintenant, on va regarder aussi les points complexes. Et heureusement, on a commencé à savoir imaginer la forme de ces espaces avec Riemann. Ça, en fait, quand il s'agit d'une courbe lisse, dans le cas lisse, C de C, il faut le visualiser comme ça. Et maintenant, ce qui se passe, ce que je dessine ici, c'est précisément le lieu complexe d'une quartique. Quand cette courbe-là, ici, est de degré 4. Et il s'avère que la surface de Riemann est de genre 3. Et j'ai dit qu'en particulier, une quartique pouvait avoir 4 composantes connexes. Quand il y en a 4, en fait, elles sont disposées topologiquement comme ça. Donc vous voyez que si vous coupez le long des 4, la surface se sépare en 2. Donc pour mieux visualiser ça, on peut imaginer qu'on prend un revêtement double d'une portion du plan et on va dessiner ça juste comme ça, une courbe convexe, et on dessine 3 trous à l'intérieur. Et donc c'est cette surface qui est contenue ici, celle-là, qui doit être dédoublée, et 2 copies doivent être recollées au niveau du bord. Et ce qu'on va prendre après recollement, c'est la préimage de ces segments de coupure qui sont ici. Et comme on recolle 2 copies de ces segments au niveau du bord, ça donne un cercle, un deuxième, troisième, quatrième cercle. Et ça nous donne cette situation-là. Ça, c'est pas un tore. Si on regardait juste cette portion-là, ça serait un tore. Mais ça, c'est une surface qu'on appelle une surface de genre 3. Et dedans, ce qu'on a, c'est le lieu réel. Donc ici, ce que l'on a, c'est le C4 de R, qui est cet objet-là. Donc le lieu réel se trouve plongé dans le lieu complexe, exactement comme l'union de ces 4 cercles orange dans cette surface de genre 3.
Et une fois qu'on pense comme ça, Klein a donné une preuve et une généralisation du théorème de Harnack, non plus seulement pour les courbes planes, mais pour les courbes algébriques situées dans des espaces projectifs de dimension quelconque, précisément en pensant à ce plongement et en raisonnant topologiquement sur ce plongement. La propriété de base qui fait qu'on ne peut pas en mettre plus, c'est que comme notre courbe est réelle, elle va être invariante par conjugaison. Donc ici, on a la conjugaison, et la conjugaison, en fait, va permuter les deux moitiés. Donc dans le cadre maximal, il faut montrer que justement, le lieu réel disconnecte le lieu complexe. Et ça, c'est une première proposition. Si C de R est maximal, alors elle est séparante. Ce qui veut dire, par définition, que le complémentaire du lieu réel dans le lieu complexe a deux composantes connexes qui sont permutées par la conjugaison complexe. Ça, c'est une première proposition. Pour la formule des orientations complexes de Rocklin, il est important de supposer qu'on a une courbe séparante. Donc maintenant, vous voyez ici la définition. J'ai dit qu'une maximale est séparante, mais il peut y avoir des courbes qui ne sont pas maximales et qui sont séparantes. Donc, exemple non maximal. Je vais dessiner les choses un peu différemment de la manière suivante. Donc, on commence par dessiner une sorte de halter. Et ici, par exemple, je vais faire un trou. Je conserve cette symétrie-là, comme ça. Et maintenant, symétriquement, je vais rajouter d'autres trous. Par exemple, ici. Et là, symétriquement. Et là, je vais dire, voilà, j'ai un lieu réel qui est comme ça. Et ça, on est en genre plus grand, mais vous voyez, c'est juste qualitativement, on imagine cette courbe réelle, le lieu réel est celui-ci, et le lieu complexe, ça devrait être toute cette surface. Là, la conjugaison, ben, elle opère comme ça. Ça, c'est la conjugaison. Et de nouveau, elle échange les deux moitiés. Un exemple simple où on n'a pas une situation séparante, c'est si par exemple vous avez une courbe, situation non séparante. Est-ce que j'ai effacé? Oui, on ne voit plus, mais je pense que vous l'avez eu suffisamment longtemps devant les yeux. Le cas d'une cubique avec deux composantes connexes, il est possible de la déformer de telle manière à ce que la courbe fermée, l'ovale, disparaisse. Vous le faites rétrécir et il disparaît. J'ai dit qu'en degré impair, il reste toujours la composante qui est une pseudo-droite. Donc il y a des cubiques qui n'ont qu'une pseudo-droite comme composante, qui pourtant sont lisses. Si elles sont lisses, leur lieu complexe est un tore. Donc on se retrouve sur un tore avec un seul cercle. Et un seul cercle sur un tore, par exemple ici, ben, n'est pas séparant. Ici, c'est très instructif d'imaginer juste topologiquement le problème. Comment mettre une conjugaison ici qui est ça comme lieu réel? Il faut faire attention que ça ne peut pas être bêtement la conjugaison qui est la symétrie dans un plan, parce que la symétrie dans un plan nous donnerait un deuxième cercle de points fixes ici, et on ne le veut pas. Donc ça, c'est déjà un exercice de compréhension de forme intéressant. Comment obtenir ici une involution continue sur le tore qui est comme lieu de point fixe juste un cercle. Mais c'est ce qui se passe chaque fois que vous avez une cubique avec une seule composante, une cubique lisse, avec une composante connexe. Je l'ai mis dedans. Je dis, on est dans le plan projectif complexe et on sait, nous, maintenant au début du XXIe siècle, que c'est comme ça.
Je vais essayer de me plonger dans les raisonnements de l'époque quand j'aurai deux cercles. Pour le moment, je dis, voilà, je vous parle avec ce qu'on sait maintenant et j'aboutis à comment tout ça nous fait nous interroger sur deux cercles. J'y suis presque. Séparant, quelle est la nuance entre séparé et séparable, comme on dit souvent. Séparant, moi, c'est la première fois que je vois. Donc, ce qui est séparant, c'est le lieu réel. Il est séparant, c'est-à-dire qu'il sépare son lieu complexe. Il se retrouve à l'intérieur du lieu complexe qui est une surface de Riemann, et il sépare la surface de Riemann en deux composantes connexes. C'est en ce sens-là qu'on dit qu'il est séparant, parce qu'il sépare quelque chose. Ici, il n'y a rien de séparable. Il n'y a pas un truc là. Ici, c'est juste cette courbe qui est dite séparante. Parfois, certains les appellent de type 1. Voilà. Moi, j'aime pas type 1 ou type 2 parce que je retiens jamais qui est de type 1, qui est de type 2. Là, séparant, je préfère parce que je sais qui sépare ou qui ne sépare pas. Voilà. Donc maintenant que vous avez vu cette notion de courbe séparante, je peux vous montrer ce que ça permet de rajouter au dessin réel. Donc ça, c'est une observation clé. Si une courbe C de R est séparante, alors elle admet deux orientations canoniques inverses l'une de l'autre. Ça, c'est un énoncé, en fait, qui est très intéressant pour détecter ce que les gens ont en tête quand ils entendent le mot courbe, ou même variété. Je teste ça, je dis aux gens, là, je vous dis une variété, qu'est-ce que vous voyez? 90% des gens imaginent un objet connexe. En géométrie algébrique réelle, c'est absolument fondamental, quand on entend variété, courbe, surface, d'imaginer quelque chose qui a plein de composantes connexes. Et il y a, c'est intéressant, les gens qui derrière ce mot visualisent un objet connexe et ceux qui en visualisent plusieurs. Si on a une variété connexe, si elle est orientable, donc on peut lui mettre une orientation, alors on peut lui en mettre exactement deux inverses l'une de l'autre. Donc les gens qui imaginent une courbe connexe trouvent que ça c'est idiot. Mais ça devient intéressant dès qu'on a au moins deux composantes connexes. Par exemple ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que simplement, si notre courbe sépare, ça veut dire qu'elle a un côté, par exemple celui-ci, et puis il y a l'autre. Lui, je ne vais pas le hachurer, c'est celui qui reste ici. Mais là, une surface de Riemann a une orientation naturelle qui provient de la multiplication par i. Donc, par exemple, celle-là. Et maintenant, ma courbe qui est bord de cette surface orientée se retrouve naturellement orientée. Par exemple, comme ça. Et vous voyez que les deux cercles se retrouvent orientés en même temps, parce qu'ils sont tous les deux partis du bord d'un même objet. Mais j'aurais pu choisir l'autre moitié. Il n'y a aucune manière de choisir entre les deux. Ça, c'est le phénomène d'ambiguïté galoisienne. La conjugaison me dit que ces deux-là sont indiscernables. C'est ça l'ambiguïté fondamentale étudiée par la théorie de Galois. Donc je dis, bon, ben, j'avais cette orientation, mais il faut que je la traite à pied d'égalité avec l'autre. Mais vu de l'autre côté, j'obtiens l'orientation inverse sur chaque composante connexe. Comme j'avais deux composantes connexes, en tout, j'ai 4 orientations dessus. 2 pour chacune qui sont indépendantes. Parmi ces 4, vous voyez comment cette manière de faire m'en exhibe 2. Et c'est la même chose, si j'avais 3 composantes connexes, j'aurais toujours 2 parmi 8, et ainsi de suite. Oui? Mon dessin est trop symétrique.
Il faut imaginer qu'ici, la seule symétrie que j'ai voulu montrer, c'est la conjugaison complexe. Donc ça montre aussi, ça je l'ai constaté par exemple avec mes étudiants. Parfois, je leur dis, s'il vous plaît, dessinez-moi des triangles. Je ne sais pas pourquoi 60% dessinent des triangles équilatéraux. On a tendance, quand on dessine des exemples de quelque chose, à choisir des objets très symétriques. C'est peut-être la raison pour laquelle la théorie des groupes fascine tellement de mathématiciens. C'est parce qu'on a une sorte d'inclinaison vers les objets symétriques. On ne peut pas s'empêcher d'être fasciné par eux. Donc là, pareil, je n'ai pas pensé à ça et je vous ai indiqué trop de symétrie. Non, il faut en penser, imaginer que la conjugaison. Donc, je reviens. Maintenant, cette courbe a deux orientations privilégiées. Et vous voyez que là, pour comprendre ce phénomène, il a fallu l'imaginer dans sa complexifiée. Donc, il a fallu penser à cette colonne. Mais les dessins qu'on avait faits avant étaient des dessins ici à l'horizontale, où on l'a pensé dans le plan projectif réel. Donc maintenant qu'on a compris qu'il y a deux orientations privilégiées en résonance sur la colonne, on va rebasculer sur la ligne et on va dessiner ça. Donc ça veut dire que on peut dessiner l'une de ces orientations complexes. C'est ça les orientations complexes du nom formule des orientations complexes. L'une de ces orientations complexes dans la représentation de C de R contenu dans P2 de R. Donc on va mettre des flèches dessus. En particulier, si on a des emboîtements, apparaissent deux sortes d'emboîtements. Il y a des emboîtements comme ça, et il y a des emboîtements comme ça. Vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un cercle dans l'autre. Ici, j'ai une orientation de l'anneau qui se trouve entre les deux, qui se restreint à ces orientations-là. Et ici, non. Si j'oriente l'anneau suivant celle-ci, c'est incompatible avec l'autre. Ça s'appelle une orientation, ça s'appelle un couple positif, et ça, c'est un couple négatif. Si on change les deux orientations en même temps, on obtient le même type. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde l'ensemble de ces emboîtements, et on regarde le cardinal de cet ensemble. Ça, c'est ce qui est appelé pi indice plus, le nombre de paires emboîtées positives. Et ça, c'est pi indice moins. Et la formule des orientations complexes de Rocklin dit la chose suivante, que si on prend soit c'est une courbe lisse de degrés, alors c'est de R, je suppose toujours qu'elle est réelle, de degrés pair, et là je vais le noter ce degré pair sous la forme de K, parce que c'est K qui va apparaître dans la formule, avec R composante connexe. Alors, eh bien, 2 fois pi plus moins pi moins, ces deux nombres, on fait le double de leur différence, est égal à R moins K au carré. Voilà. Je pense que c'est assez mystérieux. Quand on voit ça, on voit d'où est-ce que ça peut sortir. Alors, si à la fin, il y a des questions, je pourrais vous dire un mot. Comme je ne veux pas aller dans cette direction, je vous dis rien sur la preuve, mais je vais l'appliquer. Parce que là, dit comme ça, ce n'est pas du tout clair, mais comment diable ça s'applique? C'est un théorème très puissant parce qu'il s'applique pour plein de choses différentes. Et là, je veux vous l'appliquer
pour prouver cette affirmation de Hilbert. Pourquoi je ne peux pas avoir une sextique avec 11 composantes connexes, toutes extérieures les unes aux autres? Preuve de l'affirmation de Hilbert. Donc je supposons que donc 2K est égal à 6, ça veut dire qu'on a une sextique, et qu'on a 11 composantes connexes, ça veut dire que R est égal à 11. Alors que me dit la formule? Par la formule des orientations complexes, on obtient que 2 fois pi plus moins pi moins est égal à 11, k va être 3, donc moins 3 au carré. Ça, c'est 2. Et ça veut dire que pi plus moins pi moins est égal à 1. Mais si la différence de deux nombres est 1, ça veut dire en particulier qu'ils ne peuvent pas être tous les deux nuls. Donc ça implique que pi plus pi moins est strictement positif. Mais ça veut dire qu'il y a des ovales emboîtés. Et ça, c'est l'affirmation de Hilbert. Voilà. Voilà une utilisation de la formule des orientations complexes. Et on peut faire plein d'autres choses comme ça, très élémentaires. Donc en fait, moi j'avais fait un exposé sur cette formule parce que j'avais découvert qu'on pouvait faire des raisonnements comme ça grâce à elle, et j'ai voulu comprendre d'où elle sortait. Mais pour vous montrer pourquoi ça m'a mené à jouer avec des cercles, ça y est, on y est, on va retourner en arrière, et voilà, un mouvement circulaire, on est allé en degré 6, on va redescendre en degré 4. Donc revenons en degré 4. Donc là, bouf, je redescends. Retour à D égale à 4. Et donc, je vais prendre un cas particulier. Supposons que C est une quartique séparante à deux composantes connexes. Donc avant, je vous ai montré un exemple de quartique à deux composantes connexes, mais à ce moment-là, vous ne saviez pas qu'il y en avait qui étaient séparantes, donc on ne s'était pas posé la question dessus. Donc on peut se dire, bon, est-elle séparante ou pas? Ce n'est pas la question que je pose. Ici, c'est pour analyser ça. Je suppose que j'ai une quartique séparante à deux composantes connexes. Et je veux dire qu'à ce moment-là, il y a une restriction. Donc, quelle est sa topologie? Quelle est la topologie, ici au sens de description de la forme, de C de R, donc P2 de R? Mais on va appliquer la formule des orientations complexes, puisque je viens de vous montrer ici qu'elle nous donne des renseignements sur la topologie. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a que 2K est égal à 4, donc K est égal à 2, et j'ai prescrit que R vaut 2. Donc ma formule me dit que 2 fois pi plus moins pi moins est égal à R moins K au carré, donc qui va être 2 moins 2 au carré, qui est moins 2. Ça veut dire que pi plus moins pi moins est égal à moins 1. Et pareil, comme avant, ça me dit qu'il y a des ovales emboîtés. J'ai quelque chose comme ça dans C de R. Mais j'ai supposé qu'il y avait deux composantes connexes. Et j'en ai déjà deux. Donc ça veut dire que c'est comme ça.
parce que R égale à 2, j'ai que C de R, c'est un couple d'ovales emboîtés. Et même, je peux déterminer comment sont les orientations complexes. Puisque ça veut dire, comme j'ai qu'un couple, ça veut dire qu'en tout, il n'y a qu'une ovale emboîtée. Donc l'un de ces deux nombres est nul et l'autre vaut 1. Et comme la différence vaut moins 1, ça veut dire que c'est pi moins qui vaut 1. Et comme pi moins vaut 1, ça veut dire que les orientations complexes sont comme ça. Donc vous voyez comment cette formule des orientations complexes, dans ce cas-là, vous vend exactement les orientations complexes, qui ne proviennent pas de la géométrie de P2. Elles proviennent du plongement dans le lieu complexe que pour le moment, on ne sait pas voir. Donc on a obtenu ça. Donc qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et ça vous dit que, conséquence, c'est qu'une quartique réelle qui est comme ça, avec deux ovales non emboîtés, n'est pas séparante. Puisque comme conséquence de l'hypothèse de séparation, ici, on a déduit que nécessairement on a cette topologie. Donc ça, si vous avez une quartique comme ça, et je vous en ai dessiné une au début, vous vous souvenez, y carré est égal à un produit de moins, un produit de x moins ai, celle-là n'était pas séparante. Voilà, bon, une autre conséquence. Mais maintenant, ça, je sais faire avec des cercles. C'est précisément là qu'on tombe sur une question sur la position relative de deux cercles. Je pars vraiment de deux cercles. J'en dessine un et un autre extérieur. Vous voyez? Ça, je dis, c'est analogue à la situation que j'avais dessinée au début de deux ellipses qui se coupent ici. Ça, ce sont deux ellipses dont les lieux réels se coupent en 4 points. Mais le théorème de Bezout nous dit que les lieux complexes se coupent toujours en 4 points. Et il s'avère que deux cercles positionnés comme ça vont se couper en 4 points. Donc en fait, du point de vue complexe, ils se coupent comme ça, sauf que maintenant, il faut imaginer les choses. On est ici au niveau des intersections imaginaires dont parlait Poncelet. Donc c'est là, je ne sais rien du tout sur ce qu'il faisait, mais je sais que Poncelet était extrêmement intrigué sur la manière de penser simultanément à des objets qui ici se définissent à l'aide de points d'intersection réels et de les redéfinir quand on ne voit pas les points d'intersection réels. En tout cas, c'est une situation comme ça, mais je ne vais pas retourner au niveau de Poncelet parce que je connais très mal ce qu'il faisait. Je vous invite à penser maintenant à la construction analogue de lissage. Donc ici, ces courbes, dans le complexe, vont se couper en 4 points. Et je vais lisser. J'appelle ces cercles C1 et C2. Lissons l'union C1 union C2. Ça nous mène à une quartique lisse. Et le lissage, on peut le faire exactement comme on avait fait avant, par un Q1, Q2 est égal à epsilon. Donc uniquement avec des coefficients réels. Quand on fait ça, ça nous donnera une petite perturbation du lieu réel, ça veut dire que cette quartique lisse aura cette topologie dans le plan. Mais ce que l'on vient de dire ici, c'est que là, cette topologie n'est pas séparante. D'où la question, comment ça se fait que lorsque deux cercles sont extérieurs l'un à l'autre, le lissage mène à une topologie non séparante, et lorsque l'un est intérieur à l'autre, ça mène à une topologie séparante. Et c'est ça la deuxième partie de mon exposé qui va être beaucoup plus courte, mais je pense que, vous voyez, j'ai trouvé très intéressant
ce processus qui, des maths modernes, m'a fait redécouvrir un fait qui, je pense, est enfoui quelque part au XIXe siècle. Oui. Donc c'est pour ça que je dis qu'en conséquence, on a ça. Ça ne peut pas être ses parents. Donc en particulier, si je prends deux cercles, je prends leur union et je la lisse, je n'obtiens pas quelque chose de ses parents. Ah, ça c'est très grave, pardon. Excusez-moi, je l'ai dit et je ne l'ai pas mentionné. Une courbe lisse, séparante. Très grave. J'ai expliqué ça avant pour pouvoir le dire et j'ai oublié de l'écrire. Pardon, voilà, séparante. Pardon. Donc, 2, comment s'intersectent deux cercles disjoints. Ce titre peut vous sembler paradoxal. Mais c'est qu'en fait, ici, cercle, ça a deux sens. Ce qu'on suppose, c'est l'hypothèse, est que C1 de R est disjoint de C2 de R. Mais on sait que Bezout implique que C1 de C coupe C2 de C. Et c'est très intéressant de voir, suivant la position relative, est-ce qu'on a 4 points, moins. Voilà, c'est très intéressant. Donc ça, c'est pas l'ensemble vide. Donc toute la question, c'est de comprendre cette intersection. Alors, toujours Bezout nous dit que, plus précisément, si on a transversalité, alors, ben, il se coupe en 4 points. Les cercles complexes. Donc, le cardinal de ça est égal à 4. Donc, maintenant, un cercle, c'est une conique. Une conique, ça peut se projeter stéréographiquement à partir d'un point sur une droite. Et on apprend tous, dans les bases de la géométrie algébrique, que ça, c'est un isomorphisme. Donc, c'est la même topologie que celle d'une droite projective, qui est une sphère. Donc, en fait, le lieu complexe d'un cercle, c'est une sphère. On a deux sphères qui se coupent en 4 points. Alors, on peut représenter ça dans l'espace environnant en faisant un machin comme ça. Et en face, on va faire la même chose. On a deux sphères qui s'embrassent 4 fois. Voilà. Et là, en fait, topologiquement, si on pense un peu abstraitement, on se dit, pour fabriquer ça à partir de deux sphères, il faut choisir 4 points sur chacune d'entre elles, mais sur la sphère, je peux les faire naviguer les uns autour des autres. 4 d'entre nous, ils peuvent s'échanger les places sans entrer en collision. Donc, il n'y a qu'une manière de choisir 4 points, il n'y a qu'une manière de faire un recollement, il n'y a qu'une manière de faire ça. Pourquoi y a-t-il deux comportements? Ben, les deux comportements viennent du fait qu'on ne regarde pas que les sphères, on regarde aussi les lieux réels dedans. Et donc maintenant, on va faire plus attention à faire ce recollement avec les lieux réels. Et c'est là que vous allez voir apparaître cette différence. Donc maintenant, je vais dessiner une première sphère, toute ronde cette fois-ci. Et son lieu réel ici est un cercle. Et il coupe en deux moitiés. Et je vais mettre en évidence l'une des moitiés. Et maintenant, on veut recoller la deuxième sphère. Maintenant, la deuxième sphère, elle aussi, elle est structurée de la même manière. Donc là aussi, il y a un cercle. Et ça va démarrer par là. Et il y a une deuxième moitié en dessous, ici. Mais maintenant, il faut fabriquer les 4 points d'identification. Il ne faut pas oublier que je suis dans une situation réelle où j'ai les conjugaisons qui agissent. La conjugaison va agir aussi sur l'ensemble de ces 4 points. Et il va permuter cet ensemble sans point fixe,
puisque les cercles sont disjoints, donc je dis je ne vois pas ces points d'intersection dans le réel, donc il n'y a pas de point fixe entre ces quatre. Ça me force à en mettre 2 d'un côté et 2 de l'autre. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir celle-ci qui va venir toucher cette sphère en 2 points. Mais au moment où on s'est dit qu'on doit venir toucher cette sphère en 2 points, je viens, l'un des points est sur l'hémisphère supérieur, parce que sinon c'est son image qui va être dans l'hémisphère supérieur. Ça vient ici. Et là, c'est là qu'on se rend compte du phénomène. Je dois venir avec ceci, et je dois choisir un deuxième point, mais maintenant je peux choisir soit ici, soit là. Et voilà les 2 comportements possibles. Il y a cette topologie qui va être imitée en dessous, donc là on va faire la situation analogue. Hein. Ça c'est une première topologie possible. Et la deuxième topologie possible, là maintenant que vous avez vu quel est le jeu, ben, je vais dessiner ça en plus petit, je fais la même sphère ronde à gauche, et à droite, tout simplement, je vais faire au début pareil, et maintenant, ça va devoir aller en dessous. Et vous voyez que maintenant, ce qu'on regarde, c'est plus les intersections des sphères. Je choisis l'une des sphères et je regarde comment elle intersecte l'un des 2 hémisphères de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a 2 possibilités. Parce que là, cette intersection contient 2 points. Et maintenant, si dans la première sphère, on a mis en mémoire le lieu réel, ces points peuvent être soit du même côté, soit d'un côté et de l'autre, du lieu réel de la première sphère. Donc, il ne faut pas penser en termes des 2 sphères, la pensée où on n'avait que le lieu complexe. Il faut mettre en mémoire le lieu réel dedans. Donc ça, c'est C1 de R et C2 de R. Et maintenant, on peut, ici, on va le compléter de la même manière, je ne fais pas le dessin. Maintenant, on peut jouer, comprendre qu'est-ce qui se passe quand on lisse. Mais quand on lisse ça, ce qui se passe, c'est qu'on va transformer ici l'intersection des 2 en un tube. C'est quelque chose comme ça. Ça, c'est le lissage. Et vous voyez ce qui se passe si on a lissé ici? Ici, vous voyez qu'on obtient 2 composantes connexes. Ça, c'est le cas séparant. Mais ici, ce n'est pas séparant. Parce que si vous partez d'un point, donc on fait la même chose, le lissage, ça devient un tube. Ici aussi, ça devient un tube. Si vous partez d'un point qui est ici, vous pouvez aller sur ce tube, tourner ici, passer sur l'autre tube et passer de l'autre côté. Et voilà comment vous connectez continuellement 2 points qui sont symétriques par la conjugaison. Ça, c'est le cas non séparé. Quand je parlais d'expérimentation graphique circulaire, c'est exactement ça. Je vous ai dessiné ce que j'ai dessiné jusqu'à ce que j'ai eu le sentiment d'avoir compris. J'ai eu le sentiment d'avoir compris quand j'ai fait ce dessin et que j'ai vu les 2 parties permutées par la conjugaison et que dans l'autre, j'ai compris pourquoi on pouvait passer d'un côté à l'autre. Donc c'était de l'expérimentation parce que j'ai bien sûr fait plein d'autres dessins qui ne m'ont rien appris. Mais mon expérimentation n'était pas du tout une expérimentation avec des calculs, c'était une expérimentation graphique, je ne faisais que des dessins. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce que je suis à la recherche de manières de faire comprendre, pour moi c'est un problème philosophique, que les mathématiciens n'expérimentent pas que en calculant. À l'heure actuelle, on se dit, mais voilà, l'informatique explose, vous avez des moyens expérimentaux de plus en plus forts. Oui, sauf que pour le moment, ce type d'intuition, je n'ai pas l'impression que je peux l'obtenir par les moyens informatiques de plus en plus forts. Ici, il s'agit d'aboutir à des moments AA où j'ai fait moi un processus continu dans ma tête jusqu'à ce que je suis face au moment qui me convainc. Pour obtenir de la conviction intime, je pense que l'expérimentation graphique est inaliénable. Et c'est
pour moi, l'un des principaux arguments pour dire trop peu de géométrie à l'école, ça enlève à l'humain la possibilité de faire de l'expérimentation graphique. Donc, dans mon exposé, je n'avais pas beaucoup de but philosophique, mais pour moi, c'est quelque chose de philosophique. Je suis à la recherche j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on perd si on n'est plus habitué à faire de la géométrie visuelle. Et je pense que c'est la possibilité de faire ce type d'expérimentation est perdue. Voilà, mais ça, c'était un peu de la politique. Je reviens là. J'espère vous avoir convaincu que, voilà, de ce cas-là, c'est séparant, dans ce cas-là, c'est non séparant. D'où ma question concrète. On a vu dans tout ce que l'on a fait ici que ce cas séparant correspond à des cercles qui sont emboîtés. Donc on avait vu que ça correspond à ça. Et on avait vu avant que ça correspond à des cercles qui sont extérieurs l'un à l'autre. Maintenant, on peut extraire ce problème. Vous voyez, pourquoi moi, ça m'a paru très intéressant. Parce que là, si vous regardez les cercles en eux-mêmes, c'est les mêmes. C'est deux cercles disjoints. Donc ce lieu réel abstraitement est le même des deux côtés. La différence vient du plongement. Si on pense maintenant à leur lieu complexe, la différence vient des lieux complexes abstraitement. L'union des deux lieux complexes est différente, ici et là, pourvu qu'on mette en mémoire les lieux réels dans les lieux complexes. Donc la différence ne vient pas d'une différence de plongement. La différence de plongement devient visible dans la forme totale du complexifié. Et ça m'a paru très intéressant. Et pour ça, j'ai dit, bon, ben, j'oublie. Je ne veux pas prouver ça grâce à la formule des orientations complexes. Normalement, deux cercles, c'est de la géométrie plane élémentaire. Il faut que je réussisse à me convaincre de cette différence en termes de géométrie plane élémentaire. Et c'est avec ça que je veux finir mon exposé. Je vais vous montrer comment je me suis convaincu. Et si vous trouvez d'autres manières de le voir, je suis preneur, parce que je suis sûr qu'ici, on peut jouer de plein de manières différentes. Donc la question est, ici, vous voyez, vous comprenez mieux ma question, comment s'intersectent deux cercles disjoints? Ben, je veux voir que lorsqu'ils sont comme ça, leurs lieux complexes s'intersectent de cette manière, et lorsqu'ils sont comme ça, leurs lieux complexes s'intersectent de cette manière. Alors je vais prendre d'abord le deuxième cas. Cas qui est comme ça. Et je veux répondre à la question comment s'intersectent leurs lieux complexes. Alors là, ben, au début, je ne voyais pas tellement comment faire, jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de prendre l'un d'entre eux et de le déformer. Et la déformation standard, en fait, d'un cercle, c'est de le faire dégénérer sur son centre. Idée clé, dégénérer l'un des cercles sur son centre. Donc, par exemple, C2, je le prends ici, et donc j'imagine que je le bouge comme ça intérieurement, et bouffe jusqu'à ce qu'il devienne son centre ici. Mais ça, c'est ce que je vois sur R. Ici, ce qu'on veut, c'est penser le lieu complexe. Maintenant, l'une des propriétés de base qu'on apprend, c'est quand on arrive là, en fait, dans le lieu complexe, on a acquis de cette manière deux droites non réelles, mais complexes conjuguées. La conjugaison complexe transforme l'une dans l'autre. Et je vais vous montrer comment le théorème de Bézout vous permet de vous convaincre de ça. C'est très intéressant. Au moment où le cercle est devenu son centre, vous ne voyez plus qu'un point. Pour une courbe, ne voir qu'un point, ça veut dire que sur le lieu complexe, ce point est singulier. J'ai donc une courbe de degré 2 avec un point singulier. Alors je me place en ce point et je prends un autre point de la courbe. Le théorème de Bézout, qui me dit que cette courbe va couper n'importe quelle droite dans toutes ces positions, me dit que ma courbe a plein d'autres points. J'en prends un autre. Je prends la droite qui joint ces deux points. Alors maintenant, cette droite,
par Bézout coupe ma courbe en O plus 2 points. Mais O plus 2, le Bézout fort me dit que si je compte le nombre d'intersections en chaque point d'intersection, j'obtiens 2. Mais au point singulier, le nombre d'intersections vaut 2. Et en un autre point, au moins 1. 2 plus 1, ça fait 3, j'ai dépassé la borne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'obtiens ça, ça veut dire que la droite fait partie de la courbe. Donc Bézout me dit, ah, en fait, cette droite est partie de ma conique. Donc ma conique, là, ma courbe conique avec un point singulier, contient une droite. Quand je l'enlève, ben j'enlève 1 au degré, j'obtiens une autre courbe de degré 1, donc une autre droite. Voilà pourquoi ma courbe que je crois être le centre du cercle est en fait une union de deux droites. Ces droites sont non réelles, puisque dans le plan réel, je ne vois qu'un point. Mais comme j'ai dégénéré des objets réels et leur union réelle, et c'est pour ça qu'elle est invariante par conjugaison. Donc, ça veut dire que j'ai dégénéré mon cercle comme ça. Mais même de manière plus intéressante, ce lieu réel qui était un cercle, quand je le dégénère, vous voyez qu'à la limite, j'ai obtenu donc deux droites. Quand je pense au lieu complexe, ça veut dire que j'ai deux sphères, et ces deux sphères qui ont un point en commun. Ça s'appelle un bouquet de deux sphères. Donc j'avais ici une sphère avec le lieu réel dessus, et la dégénérescence a écrasé ce cercle en un seul point. Et c'est comme ça que l'hémisphère supérieur est devenu une autre sphère et l'hémisphère inférieur est devenu une autre sphère. Comme ça. Mais maintenant, ça, ce sont des droites. Et maintenant vient le point clé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ce cercle coupait l'autre qui est à côté. Ça, c'est C2 de R. J'avais l'autre ici qui était C1 de R. Mais vous voyez que pendant tout ce processus, comme les cercles sont extérieurs l'un à l'autre, je reste avec une situation où les lieux réels sont disjoints. Donc pendant ce temps-là, quand je bouge continuellement cette figure, les points d'intersection vont bouger continuellement. Et ça, je le ressens. Je pense que c'est l'une des intuitions de base de la géométrie. Je n'ai pas pu comprendre la forme de mon objet. Je voulais l'union des deux cercles. C'est la forme qui m'intéresse. C'est la topologie au sens de la forme. Pour la comprendre, je dois déformer. Ne pas déformer n'importe comment. Déformer continuellement, donc au sens de la continuité. Donc là, il y a une raison pour laquelle la topologie générale et la topologie comme étude des formes se rencontrent intimement, parce que l'un des principes généraux pour comprendre une forme d'un espace, c'est en fait de déformer cet espace jusqu'à ce qu'il dégénère d'une manière que l'on peut comprendre. Donc en gros, on le dégénère en un espace qui a des singularités, mais ces singularités vont permettre à ce qu'il soit formé de pièces de puzzle plus simples, et on se retrouve en général avec un problème combinatoire, d'où le nom de topologie combinatoire, qui est le problème d'assemblement des pièces du puzzle. Et ici, on voit ça sous une forme extrêmement simple, mais qui est peut-être l'une des plus simples, qui permet d'expliquer un raisonnement de nature très générale en mathématiques. Ça apparaît partout. Donc là, la phrase que j'ai dite, c'est l'un de mes principes. L'une des raisons du mariage intime de la topologie des formes et de la topologie de la continuité est que pour comprendre une forme, il est parfois nécessaire de la déformer continuellement.
Donc vous voyez de cette manière, le problème de compréhension de l'intersection de deux cercles a été transformé en problème de l'intersection d'un cercle réel avec une droite non réelle qui passe par un point extérieur au cercle. J'ai une droite ici et une droite là. Et ces droites sont les dégénérescences des deux hémisphères. Et c'est précisément ce que je voulais faire là. Je prenais un hémisphère de l'une des sphères que je voulais intersecter avec l'autre et comprendre comment ces points sont situés. Ici, si ces points bougent continuellement, vu qu'à aucun moment l'intersection n'est réelle, la continuité fait qu'il ne peut pas y avoir de saut au-delà de l'équateur. Donc, la disposition des deux points, soit tous les deux du même côté, soit d'un côté et de l'autre, va être conservée jusqu'à la limite. Donc, je résous maintenant mon problème si je réfléchis à la situation limite. Et maintenant, je vais vous faire ça juste pour les points extérieurs et je vais vous laisser comme thème de réflexion la situation où les cercles sont intérieurs l'un à l'autre. Donc, on a transformé le problème de position relative de C1 de R et C2 de R en un problème de position relative de C1, pas de C1 de R, j'ai fait une erreur ici, c'est C1 de C, et C2 de C. Et je vais mettre un signe plus pour indiquer que c'est l'un des deux hémisphères, en ayant en tête que c'est une convention qui est plus, qui est moins, en un problème de position relative de C1 de C et d'une droite L de C non réelle, passant par un point qui n'appartient pas à C1 de C. C'est ça le problème. Donc pourquoi là on a deux problèmes? Parce que si j'ai un cercle, j'ai plus d'orange, je prends l'orange, j'ai un cercle ici, ça c'est C1 de R, et je prends un point extérieur. Alors, je dis que je vais vous montrer le cas extérieur, mais en fait, maintenant, j'ai une droite, pensons, j'ai une droite qui n'est pas réelle. Alors, je dis, elle a un unique point réel. Pourquoi? Je prends sa conjuguée. C'est de nouveau une droite non réelle. L'union est invariante par conjugaison. Mais deux droites complexes ont exactement un point en commun. L'intersection va être aussi invariante par conjugaison, donc j'ai un point invariant par conjugaison, il est donc réel, il est unique, j'ai un unique point réel. Et maintenant, si je veux mettre un point réel hors de C1 de C, j'ai deux possibilités. Soit je le mets là, soit je le mets là. Et maintenant, je dis, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si ma droite complexe passe par là. Alors, elle passe par là, je ne la vois pas. Mais je vais faire comme avant, je vais la bouger continuellement. Et maintenant, pour ça, j'ai besoin de savoir dans quoi je la bouge. Et là, on se retrouve à un moment qui nous force à faire de la dualité. J'imagine toutes les droites qui passent par là, certaines sont réelles, et certaines que je mets en pointillé sont complexes. Si on pense à toutes celles-ci, elles aussi, toutes ces droites complexes qui passent par un point, forment une sphère. Donc là aussi, j'ai la sphère de ces droites. Et celles qui sont réelles, qui sont visibles ici, forment aussi un cercle comme ça. Et maintenant, vous voyez que parmi elles, il y a certaines qui vont couper le lieu réel du cercle ici. Celles qui sont là. Et du point de vue projectif, ça c'est un arc là-dessus. Donc j'ai un arc
sur le lieu réel. D'accord? Donc tous les autres points qui sont ici sur le complémentaire représentent les droites qui sont ici et qui ne coupent pas la droite orange. Donc moi je pars d'une droite quelconque, ça veut dire que je pars d'un point quelconque sur la sphère qui est ici. Et je veux dire, ah, si je suis quelque part là, mais je peux aller et le bouger continuellement jusqu'à ce que je tombe sur l'arc rose. Donc je peux à ce moment-là arriver et dire, ah, voilà, je la déforme sur ça. Ici, je vais venir avec une autre couleur. Cette droite-là, ça représente ce point qui est ici. Vous voyez que cette droite réelle, maintenant, ne coupe pas le cercle. S'il ne le coupe pas, ça veut dire que les deux points d'intersection sont complexes conjugués. Donc, ils se trouvent d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que comme par continuité, à aucun moment je n'ai obtenu des points d'intersection réels, ici aussi, c'était la même chose. Ça veut dire que cette sphère-là va me couper la première sphère C1 de C d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que je suis dans ce cas-là. Pour raisonner dans ce cas-là, il faut faire une variante. Parce qu'ici, vous voyez, il n'y a pas cette partition en intervalle et son complémentaire. Alors là, je réfléchissais pareil. Je prends une droite complexe qui passe par là, je la bouge et donc, en pensant à ce que j'avais fait ici, je voulais la déformer jusqu'à une position où je comprends comment sont les deux points d'intersection. Et là, soudain, j'ai compris. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, les bords de cette région bleue sont formés par ces deux droites qui sont tangentes à cette courbe. Ah, mais on peut mener des tangentes complexes de n'importe quel point. Donc, si je suis ici, cette droite, je vais la bouger jusqu'à ce que je sois en position de tangence. Mais en position de tangence, ça veut dire que là, j'ai deux points d'intersection confondus. Donc, si je la bouge un peu, c'est ce point double qui se casse en deux, mais qui sont dans le même hémisphère. Même hémisphère, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris ce qui se passait dans cette situation. Mon jeu d'expérimentation graphique circulaire, c'était mes essais de répondre à la question comment s'intersectent deux cercles disjoints. Je suis le preneur de toute autre idée pour faire les mêmes choses, parce que je suis sûr qu'autour de ça, on peut construire des activités très intéressantes pour initier des élèves qui aiment la géométrie à la manière de penser les nombres complexes géométriquement. Et si on regarde les recherches mathématiques du 19e siècle autour de l'imaginaire, je pense que accéder par des expérimentations graphiques au monde imaginaire, c'est exaltant. Donc, parmi les activités que l'on bâtit pour montrer aux élèves que les mathématiques, ça nécessite beaucoup d'imagination, pourquoi ne pas développer les activités imaginaires? Voilà, merci pour votre attention.